Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de 24 heures Sénat. On va tout de suite prendre la direction de l'hémicycle pour rejoindre Saveria Rojek. Bonsoir Saveria. Bonsoir Delphine. Alors le projet de loi de réforme de retraite poursuit son chemin au Sénat. Où en sont les sénateurs exactement? Ouais, un chemin chaotique. Les sénateurs, vous le savez, poursuivent l'examen des articles concernant la pénibilité. Hier soir, ils ont rejeté la création d'un compte prévention. Pénibilité, ce système de points que l'on acquiert en fonction de la pénibilité de son poste et qu'on peut ensuite convertir en formation, en temps partiel ou en retraite anticipée. Alors Gérard Longuet, pour l'UMP, a dénoncé l'enjeu financier à la charge des entreprises d'une telle structure. Et cet après-midi, les sénateurs continuent toujours d'examiner ce même thème, la prévention de la pénibilité. Je vous propose tout de suite de retrouver l'hémicycle. La discussion porte sur l'organisation de la médecine du travail. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 282 au sein de l'article 10. Je suis saisie de 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. C'est Madame de Roche qui présente cette série d'amendements. Enfin, je veux bien les présenter, mais nous avions pensé que ces amendements tombaient du fait du rejet de l'article 6. Ils sont tous retirés? Non, s'ils sont pas retirés, je les... Le 282, vous retirez? Non, je voulais savoir s'ils ne tombaient pas du fait de la... Vous pouvez les défendre. Bon, donc je vais les défendre alors. Alors l'amendement 282, c'est pour modifier l'alinéa et non pas faire une entrée en vigueur des articles 6 et 9 au 1er janvier 2015, mais au 1er janvier 2017. On va pas revenir sur tout le développement de ce que représente le compte personnel de prévention de la pénibilité en termes de difficultés d'application, mais nous souhaitons un recul de la date si ce compte venait à être validé ultérieurement. Alors le 280 suivant, alors le premier c'était pour les entreprises de moins de 250, celui 280 c'est pour les entreprises employant moins de 50 salariés, pour le 281 c'est pour moins de 20 salariés. Oui. Le 318 n'est pas défendu, il tombe. Donc j'ai demandé l'avis de notre rapporteur sur les 3 premiers. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Sénatrice, vous proposez par vos amendements successifs de différer l'entrée en vigueur du compte personnel de prévention de la pénibilité au 1er janvier 2017 pour les entreprises de moins de 250 salariés ou de moins de 50 salariés ou de moins de 20 salariés. Je ne comprends pas le sens de ces amendements parce que pour les salariés qui sont exposés à des facteurs de risque, qu'ils soient dans une entreprise de 350 salariés, de 239 salariés, de 48 salariés ou 18 salariés, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas la taille de l'entreprise qui détermine l'exposition au risque, mais c'est bien les postes de travail. Donc, c'est bien évidemment un avis défavorable qui a été émis par la Commission sur ces 3 amendements. Merci, Madame la rapporteure. Madame la Ministre. Défavorable. Merci. Je vais donc mettre, s'il n'y a pas d'explication, Madame de Roche. Merci Madame la Présidente. J'entends bien votre réponse, Madame le rapporteur, mais ce sur quoi nous avons mis l'accent hier, c'était sur les difficultés que le compte pénibilité générait, notamment pour les TPE-PME, d'où notre amendement.
vous ne voulez pas entendre cet argument et vous restez vraiment fixé sur la notion d'égalité entre toutes les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais nous tenons compte des difficultés des entreprises. Et permettez-moi de vous dire que lorsqu'on veut appliquer aux établissements privés, mais pas à l'hôpital, les mêmes règles en matière de pénibilité, c'est en tenir mordicus aux petites entreprises et ne pas l'appliquer dans des grands secteurs publics, ça n'a pas de cohérence. Merci Madame de Roche. La parole est à Monsieur Longuet. Vous n'apprenez pas, très bien. Très bien, pas d'autres demandes de parole. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 282 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci, chers collègues. Abstention. Il n'est pas adopté. Même vote pour le 281? Même vote? Vous voulez vous exprimer? Je vous en prie, chers collègues. Oui, moi je pense qu'effectivement, pour les entreprises de moins de 250 salariés, peut-être qu'on peut s'organiser. Mais pour les petites entreprises de moins de 20 salariés, moi j'avais pensé que 10 c'était bien. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'organiser ces fiches de... Ça demande un travail au chef d'entreprise, ça va rebuter un certain nombre d'entreprises de faire ce travail, une surcharge, il faudra embaucher quelqu'un parce qu'il n'y a pas de DRH dans l'entreprise, et voilà des complications qui se surajoutent les unes aux autres, et je soutiens surtout cet amendement 281. C'est celui-là, oui, très bien. Merci. D'autres demandes de parole? Je n'en vois pas. Je vais le mettre aux voix. Qui est pour? 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci, chers collègues. Abstention. Il n'est pas adopté. Même vote pour le 281, Monsieur Longuet. Monsieur Longuet. Oui, merci Madame le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues. C'est évidemment un amendement de repli des amendements précédents. Mais je reprends l'intervention excellente de mon collègue Gilbert Barbier. Le seuil qui est retenu par cet amendement 281, qui avait été imaginé et rédigé par Joël Gardou, est de 20 salariés. Et là, on est vraiment dans la TPE. Je pense que la pénibilité est en effet une nécessité. Enfin, la réflexion sur la pénibilité est un devoir absolu, mais je pense profondément que votre système ne peut pas fonctionner dans des petites entreprises, sauf à générer des charges administratives qu'à aucun moment vous ne faites l'effort d'évaluer, rapporté au nombre de salariés. Si nous avons, parce que Madame de Montez, vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure sur un autre article, vous avez dit mais on passe de la sécurité sociale au droit du travail, on passe de l'invalidité à la pénibilité. C'est-à-dire qu'on revient au cœur de l'entreprise, on n'est plus sur le terrain de la santé, je cherchais du regard mon collègue Alain Milon, on n'est plus sur le terrain de la santé, on est sur le terrain du fonctionnement de l'entreprise. Alors, dans le fonctionnement de l'entreprise, ou bien on retient des normes générales qui s'appliquent d'une façon je dirais, indifférencié à des grandes catégories d'entreprises, ou bien, comme le propose la loi à travers des fiches, on entre dans le détail de l'activité de chaque salarié. Je crains que ce soit à peu près irréaliste, parce qu'il y a une prévisibilité théorique de l'intervention du salarié lorsqu'il va réparer une chaudière, livrer des meubles en ville ou monter un mur d'agglo, ça on peut l'imaginer. Simplement, la vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des moments où le salarié est obligé de s'adapter, l'équipe, le contremaître s'adapte aux réalités du travail, et ce qui était facile devient difficile. On a évoqué l'usage du marteau-piqueur. Vous savez, démolir une dalle dont on s'aperçoit finalement qu'elle est en béton armé avec un ferraillage dense, c'est un travail beaucoup plus difficile, qui est imprévisible. Comment va-t-on procéder ? On va considérer que chaque mètre carré de terrassement permet d'atteindre un seuil de pénibilité où il faudra revenir sur chaque action. Très honnêtement, on a besoin de comprendre. Alors vous allez me dire, ces réflexions sont du niveau de l'application, même pas des décrets, des circulaires.
je le concède, mais ce que je voulais dire à travers cet amendement, c'est que très tranquillement, vous collez une charge nouvelle qui représente en termes de travail, vous savez que dans une année, un salarié doit, je crois, en moyenne 220 journées de travail à son employeur, et l'employeur, lui, doit à son entreprise 365 jours par an. A-t-il envie nécessairement de consacrer son temps disponible, non pas à appliquer des lois, ça, vous avez tout à fait raison, il faut appliquer des lois, non pas à appliquer des normes, parce qu'il faut en effet les appliquer, des normes de sécurité, les normes d'hygiène, les normes d'environnement, on accepte tout cela. Mais lorsqu'il faudra qu'il établisse une sorte de dialogue permanent, prévisionnel d'abord, et ensuite rétrospectif pour savoir si toutes les marches d'accès au seuil de pénibilité ont été franchies ou non, je crains que vous arriviez à un véritable découragement des employeurs qui risquent, pour les toutes petites entreprises, de prendre la décision de ne pas saisir les opportunités de développement lorsqu'elles existent, tant ils seront préoccupés de la charge de travail que représenterait, je vais mettre un conditionnel pour ne pas être systématiquement négatif, que représenterait une interprétation conflictuelle de l'obligation d'établir des fiches qui restituent la réalité de la pénibilité dans le travail. S'il s'agit d'une norme générale, on coche des cases. S'il s'agit de restituer ce qu'a été la réalité du journée de travail sur un chantier, bonjour les dégâts, en tous les cas, bonjour le découragement pour l'employeur. C'est la raison pour laquelle je voulais défendre avec conviction cet amendement 281 pour les moins de 20 salariés. Merci, Monsieur Longuet. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Je n'en vois pas. Je vais mettre l'amendement 281 présenté par Madame de Roche aux voix. Deux avis défavorables. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci, mes chers collègues. Abstention. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 161. Qui le présente? La présidente David. Merci Madame la Présidente. L'amendement que nous vous proposons ici vise à tirer les conclusions de l'allongement progressif de la durée de vie au travail. Nous considérons en effet qu'étendre le nombre d'années de cotisation, quand bien même l'espérance de vie augmente, n'est pas sans conséquence sur la santé des travailleurs. Encore aujourd'hui, dans nombre de métiers pénibles, les conséquences d'une vie de travail sont telles que l'espérance de vie en bonne santé est très inégale et que bien souvent, ce sont les populations issues de milieux déjà frappés par la crise et les bas salaires qui sont précisément les plus mal lotis. Soyons clairs, la retraite à 60 ans ne sera bientôt, avec ses multiples réformes, qu'un souvenir. Nombre de nos jeunes ne peuvent aujourd'hui espérer, compte tenu des périodes de chômage ou d'inactivité, de retraite complète avant d'atteindre 65 ans. Aussi, nous devons réfléchir sur les conditions dans lesquelles les citoyennes et citoyens de ce pays auront à effectuer ces années supplémentaires. Nous considérons donc qu'il est tout à fait opportun de renforcer les protections du travailleur dans le domaine de la santé au travail, car c'est précisément cet aspect qui sera le plus touché par l'allongement de la durée de cotisation et partant de la durée de vie passée au travail. Notre amendement vise donc clairement à ce que les prescriptions du médecin du travail soient suivies d'effet. Merci, Madame la Présidente David. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, votre amendement porte sur le renforcement des obligations de l'employeur envers les prescriptions du médecin du travail. Bien évidemment, je pense que sur ces bancs en particulier, nous sommes bien évidemment d'accord avec ces obligations de l'employeur. Pour autant, Madame David, cet amendement n'a pas de lien particulier avec l'objet du projet de loi. On peut même dire qu'il s'agit d'un cavalier législatif. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point est très claire. Je vous rappelle qu'il avait censuré la réforme de la médecine du travail introduite dans la loi de 2010 au cours de la navette parlementaire. Donc c'est un avis défavorable de la Commission sur cet amendement. Merci, Madame la rapporteure. Madame la Ministre. Oui, même avis, bien évidemment. Il y a un risque, enfin plus qu'un risque d'inconstitutionnalité.
Au demeurant, j'ajoute, Madame la sénatrice, que les dispositions que vous souhaitez introduire sont déjà prévues par d'autres dispositions du Code du travail. Et donc qui prévoient l'obligation pour l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail et de motiver son refus. Ce sont les dispositions des articles 4624-3, L 4624-3 et L 4624-1 du Code du travail. Donc il me semble que vous pourriez retirer votre amendement, sinon je donne un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Madame David, vous êtes sollicitée pour un retrait. Vous le maintenez? Très bien, je le mets donc au vote. Monsieur Longuet. Oui, Madame la Présidente, Madame le Ministre. Non, cet amendement est intéressant. Il est très intéressant parce qu'il nous replonge dans le débat que nous avons eu hier soir sur le rôle du médecin du travail. Et je crois me souvenir de mémoire, mais on peut se tromper, les amendements sont nombreux, que nous avons adopté un amendement permettant la consultation du médecin du travail pour l'établissement des fiches de pénibilité dans l'entreprise, contre l'avis d'ailleurs du gouvernement et du rapporteur. Et à partir du moment où on a réintroduit le médecin hier, je comprends que Madame David veuille réintroduire le médecin aujourd'hui. Bon, maintenant, il y a le risque. Ce risque, il serait dissipé, Madame le Ministre, si nous étions dans une procédure normale. Il y aurait une navette avec le temps. Avec le temps, c'est pas l'éternité. Avec 15 jours, avec 3 semaines, on a la possibilité de consulter les meilleurs juristes et d'éviter la perspective honteuse d'une censure par le Conseil constitutionnel. Mais comme on travaille à marche forcée, au tambour, je dirais, eh bien, on n'a pas le temps d'entrer dans un détail qui n'est pas un détail, qui est quand même très important, parce que si on va se contredire, nous réintroduisons le médecin hier, et cet avis du médecin n'est plus sanctionné aujourd'hui. Alors, j'ai bien compris, Madame le Ministre, que l'avis du médecin peut être sanctionné à un autre titre, mais justement, je reviens sur les observations de Madame de Montes, au titre de la santé, pas au titre de la pénibilité. Et c'est exactement ce que nous voulions faire hier, c'est mettre le médecin du travail dans la pénibilité, sans pour autant mettre la pénibilité dans la santé, dans la médecine du travail. Bon, enfin, tout ça pour vous dire qu'on ne participera pas à ce vote, parce que c'est vraiment une affaire interne à la majorité gouvernementale. Merci, Monsieur Longuet. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Madame David. Madame David. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai bien entendu effectivement et l'inconstitutionnalité possible et l'article du Code du travail qui déjà prévoit que les prescriptions faites à l'employeur par le médecin lui sont opposables, sauf que nous savons toutes et tous ici que bien que cette obligation soit déjà dans le Code du travail, elles ne sont pas tout à fait respectées. Ça se saurait si dans l'entreprise, lorsqu'un médecin du travail demande quelque chose, ce soit réellement appliqué. Donc nous, ce que nous demandons, puisqu'il y a là à nouveau un chapitre nouveau, il y a cette pénibilité nouvelle qui est inclue dans le Code du travail, et bien que dans ce chapitre, on puisse aussi demander au médecin du travail, à l'employeur, pardon, à ce qu'il respecte les prescriptions du médecin du travail. Aujourd'hui, aujourd'hui, les choses ne sont pas appliquées, Madame la Ministre. Il faut bien que nous le disions. Et donc, nous maintenons cet amendement parce qu'il me semble important que dans ce chapitre-là, concernant la pénibilité et concernant le médecin du travail, que ce soit précisé dans le texte que les prescriptions du médecin soient rendues opposables à l'employeur. Merci Madame la Présidente David. D'autres demandes de parole? Je mets donc aux voix cet amendement 161 présenté par Madame David, qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci mes chers collègues. Abstention? Il n'est pas adopté. Nous arrivons à l'amendement 162. Qui le présente? Monsieur Vatrin? Madame Cohen?
Pour poursuivre dans notre volonté de mieux prendre en compte la pénibilité au travail et de défendre les droits des salariés, nous proposons avec cet amendement de modifier un article du Code du travail, en l'occurrence l'article L 4624-3. En effet, comme le stipule ce code, lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur pour éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène, les risques de contagion et leur état de santé, tout ça sur leur lieu de travail, il fait connaître ses propositions par écrit. Ces propositions ainsi que la réponse de l'employeur sont tenues à leur demande à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Nous proposons de supprimer les termes « à leur demande » afin que ces propositions soient tenues de façon systématique à disposition des personnes précitées. Le caractère systématique permettra plus de transparence et de réactivité pour prendre les mesures nécessaires à même de garantir une bonne santé aux salariés. Cette mesure est simple, elle nous paraît de bon sens et permet de répondre à l'objectif affirmé dans l'article 1 de ce même projet de loi. Si l'espérance de vie a bel et bien été augmentée et que l'on recule de fait l'âge légal de départ à la retraite en augmentant la durée de cotisation, comme le souhaite le gouvernement, il paraît à minima indispensable de s'assurer que les salariés arrivent en bonne santé au moment de la retraite. Le rôle du médecin du travail ainsi que les recommandations qu'il peut faire sont en ce sens essentielles. C'est le prolongement de notre débat d'hier. Merci Madame Cohen. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame Cohen, qui avait présenté cet amendement qui prévoit l'accès direct du CHSCT aux propositions et préconisations faites par le médecin du travail ainsi qu'à la réponse formulée par l'employeur. Cet amendement, comme le précédent, est un cavalier concernant la médecine du travail. C'est donc un même avis de la part de la Commission, un avis défavorable. Merci. Avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Monsieur Longuet. Oui, très simplement, je crains, Madame Cohen, que votre amendement desserve la cause que vous voulez défendre, parce que si on arrose tout le monde, ils ne liront plus les documents. Donc le CHCT, lui, saisira l'employeur, et il est au cœur de dispositif, et s'il y a vraiment un contentieux, il mobilisera les partenaires dont il a besoin. Si au contraire, vous diffusez chaque document, vous risquez d'avoir un phénomène de saturation. C'est une observation de bon sens qui nous conduira à soutenir cette fois-ci le gouvernement et le rapporteur. Et y a-t-il d'autres demandes de parole? Je n'en vois pas, donc je vais mettre aux voix l'amendement 162 présenté par Madame Cohen, qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci, mes chers collègues. Abstention, il n'est pas adopté. L'amendement 164 est défendu par Monsieur Vatrin. Oui, nous avions déjà déposé cet amendement lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'organisation de la médecine du travail en janvier 2011. Il n'avait malheureusement pas été retenu par la majorité de l'époque, ni par le gouvernement. Il nous semble toujours important de compléter le Code du travail, et bon, si c'est déjà dans le Code du travail qu'on nous cite l'article, et de préciser qu'en cas de contentieux lié à l'altération, à la dégradation de l'état de santé du salarié en lien avec son activité professionnelle, le refus de l'employeur de se conformer aux prescriptions du médecin lui est opposable. En effet, conformément à l'article L 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Fin de citation. C'est dire que pèse sur lui non seulement une obligation de moyens, mais aussi une obligation de résultat. Telle est la jurisprudence constante depuis l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 février 2006 dans l'affaire SA Qubit France Technologies,
qui consacra ce principe en ces termes, je cite, « L'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. » Fin de citation. Il résulte de cette situation de droit que l'employeur doit garantir à chaque travailleur le résultat attendu, c'est-à-dire la protection de sa santé au travail. En cas de défaut de résultat, c'est-à-dire de dégradation de la santé causée par le travail, même seulement en partie, l'employeur est présumé responsable d'une défaillance fautive. Les dispositions de cet amendement s'inscrivent dans cette logique. Nous entendons donner force obligatoire aux interventions prescrites par le médecin du travail afin d'éviter que celles-ci restent vaines, et c'est souvent ce que l'on constate malheureusement dans les entreprises. Rien ne sert en effet de confier cette faculté au médecin du travail si l'employeur peut systématiquement et sans formalité particulière s'y soustraire. Nous proposons donc que le refus de l'employeur de se conformer aux prescriptions doit être motivé par écrit. Chacun l'aura compris, cette précision vise en cas de contentieux, à faciliter la preuve du manquement caractérisé de l'employeur, en l'espèce par son refus de suivre les prescriptions formulées par le médecin du travail. Je vous remercie, chers collègues. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur cet amendement 164. Madame la Présidente, c'est la même analyse que nous faisons au niveau de la Commission, c'est-à-dire c'est un cavalier et donc nous émettons un avis défavorable. Merci, même avis, Madame la Ministre. Oui, même avis, Madame la Présidente. J'ajoute que, évidemment, en cas de contentieux, le refus de l'employeur de consulter ou de tenir compte des préconisations du médecin du travail lui serait opposable. C'est l'état du droit actuel. Donc, avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Madame Blandin. Je voulais simplement soutenir de façon circonstanciée la proposition de nos collègues en prenant l'exemple très actuel que chacun connaît sur son territoire des chantiers de désamiantage. L'obligation de résultat et d'effectivité de la protection de la santé des travailleurs est particulièrement sensible dans ce domaine. Ce sont des chantiers itinérants, ce sont souvent des main-d'œuvre non durables et qui signent l'obligation de connaissance de la dangerosité du produit et qui ne sont même pas francophones. Il n'y a qu'à collecter auprès de l'inspection du travail ces bordereaux dont on recense beaucoup plus de signatures par croix que de signatures par réellement un paraphe. En conséquence, si nous adoptions, et je le souhaite, la proposition de nos collègues, nous enverrions un signal extrêmement fort. Et quand Madame la Ministre dit « mais s'il y avait du contentieux », évidemment que la parole du médecin du travail ferait foi pour que l'entrepreneur soit mis en situation de responsabilité, c'est fort vrai. Mais nous ne poursuivons pas de futurs coupables éventuels, nous poursuivons le bon état de santé des travailleurs. Et en inscrivant ça dans nos textes maintenant, nous éviterions les morts à venir de l'amiante qui sont en train de se reconstituer à l'occasion des très nombreux chantiers de désamiantage. Madame Blandin, la parole est à Jean de Cessard. Oui, Madame la Présidente, c'était pour exprimer mon désaccord avec le mot cavalier, en disant que c'est un amendement cavalier, puisque si l'on prend l'article L. 4624.3 qui est cité par l'amendement, lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. Ensuite, il y a quelques alinéas qui le précisent. Et là, par l'amendement 164, il précise justement les conditions. En quoi ce n'est pas un cavalier? Dans le sens que nous avons dit à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas qu'il y ait des points de pénibilité pour gagner du temps de retraite, en gros, depuis le début. Donc on a toujours parlé qu'il fallait qu'il y ait une prévention de la pénibilité et que justement il fallait que la santé des travailleurs soit préservée
À chaque fois, cela a été dit. Donc on ne peut pas dire que l'amendement est complètement en dehors des débats que nous avons depuis quelques jours. Alors, donc, non seulement il y a un bien fondé de cet amendement, mais il s'inscrit dans la continuité des débats que nous avons eus depuis le début de l'examen de ce projet de loi. Donc, vous l'auriez compris, Marie-Christine Blandin l'ayant dit, moi le redisant, nous soutenons l'amendement proposé par nos collègues. Je vous remercie, Monsieur de Cessard. La parole est à Gérard Longuet. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'ai écouté très attentivement cet amendement présenté par notre collègue du groupe communiste et au fond, la situation c'est clair. Hier, nous avons demandé, nous avons soutenu et donc demandé que les médecins de l'entreprise, médecins du travail, soient associés à l'élaboration des fiches de pénibilité. Pour autant, et j'ai bien écouté Madame le rapporteur, oui, de bon cœur, pourquoi ? Parce qu'un médecin dans l'entreprise est en mesure d'observer la pénibilité d'une tâche, est capable, et c'est là où je voulais en venir, de distinguer ce qui est de la pénibilité et de ce qui est de l'atteinte à la santé, ce qui n'est pas la même chose. Car, et je reviens sur les observations de Madame de Montes, lorsqu'elle me disait « mais cet article 8 est très important, on passe du Code de la sécurité sociale au Code du travail ». Vous avez raison, je vous donne acte, je crois que c'est fort, c'est clair, car, pour prendre une formule simple, tout ce qui est dangereux n'est pas nécessairement pénible. Le tabac, par exemple, est dangereux, mais la plupart de ceux qui fument le font par plaisir. Donc on peut faire des choses dangereuses sans pour autant qu'elles soient pénibles. On peut dire de la même chose de l'alcool d'ailleurs. L'alcool est plutôt agréable, mais c'est profondément dangereux, et chacun le sait. Oui, c'est surtout pénible pour les autres, pour vous dire la vérité, chers collègues. Mais enfin, bon. Et puis, il y a des choses qui, en revanche, sont parfaitement pénibles. Par exemple, m'écouter, quand on veut faire aboutir un texte rapidement, mais ce n'est absolument pas dangereux de m'écouter. Il n'y a pas d'atteinte à la santé, ni d'atteinte grave. En tous les cas, il y a même parfois l'éveil d'une réflexion et d'une ouverture. Donc il faut bien séparer ce qui est pénible et ce qui est dangereux. Et d'ailleurs, vous avez utilisé la formule altération et dégradation de la santé. Je serais d'ailleurs intéressé de savoir quelle est la différence entre l'altération et la dégradation, mais ça, c'est de la sémantique, on peut le laisser à un débat de commission. Revenons à l'essentiel, je crois que vous avez tout à fait raison, Madame le rapporteur. Distinguons ce qui relève de la santé et qui devra être traité pour consolider ce travail de prévention du médecin du travail dans l'entreprise, de la pénibilité qui n'a pas vocation à déboucher sur une altération et une dégradation de la santé, parce que sinon, à ce moment-là, on n'est plus dans la pénibilité, on est dans l'incapacité, on est dans la dégradation physique. On peut faire des choses qui soient pénibles sans qu'elles soient nécessairement dangereuses. C'est ce que je voulais dire, et c'est la raison pour laquelle nous ne soutiendrons pas les amendements de nos collègues communistes qui méritent un débat, mais dans d'autres circonstances. Merci. Monsieur. La parole est à notre collègue, M. Van Lerelberg. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je crois que, en fin de compte, on peut être tous d'accord sur l'amendement tel qu'il est là rédigé. Le problème, c'est de savoir s'il est bien situé là où on le place dans le texte. Et est-ce qu'il a véritablement vocation à figurer dans le texte ? C'est évident que je ne peux que souscrire à ce qu'a dit Marie-Christine Blandin en prenant l'exemple de l'amiante, évidemment que nous connaissons bien, parce qu'il est normal, de mon point de vue, que si un médecin du travail, Dieu sait si malheureusement dans le domaine de l'amiante il y a eu parfois des manquements, que l'employeur se conforme à ce que dit le médecin du travail, si sa remarque est grave et engage véritablement, altère la santé du salarié. Mais est-ce que ça doit figurer ici, cette opposition, le caractère opposable plutôt de cette prescription? Je ne le crois pas. Donc pour la même raison que M. Longuet, nous nous abstiendrons.
Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Monsieur Vatrin. Oui, simplement deux remarques. C'est pour dire que ce dispositif, on voit qu'il n'y a pas de divergence de fond avec le groupe de la majorité et les autres groupes de la majorité sénatoriale, puisque nous l'avions ensemble proposé et soutenu en janvier 2011. Alors après, la question de forme, bon, on peut toujours se poser des questions et se compliquer la vie. Moi, j'ai vu bien des cavaliers passer. J'ai peu d'expérience sénatoriale. Je peux vous dire, j'en ai vu il n'y a pas si longtemps des cavaliers beaucoup plus évidents. Celui-là n'est pas évident pour la raison qu'a rappelé Monsieur de Cessart. Et je remercie d'avoir cité le texte du Code de travail. Donc, clairement, ce n'est pas un cavalier puisqu'il se rattache précisément à l'article, mais aussi je pense qu'on est dans le sens même de ce que nous voulons tous ici sur tous les bancs, puisque j'ai bien entendu sur tous les bancs dire qu'il fallait renforcer le volet préventif de ce dispositif. Eh bien, nous sommes dans la prévention ici, et c'est pourquoi je vous tenais à rappeler que normalement nous devrions tous voter cet amendement. Merci, Monsieur Vatrin. Plus de demandes de parole. Je mets donc aux voix l'amendement 164, présenté par Monsieur Vatrin. 2 avis défavorables. Qui est pour voter cet amendement? Merci. Qui est contre? Abstention. Il n'est pas adopté. L'amendement 163, qui le présente? Monsieur Le Squarnec. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous souhaitons avec cet amendement revenir sur une disposition à laquelle nous nous étions opposés en 2011 avec nos collègues socialistes de la Commission des affaires sociales lorsque nous étions dans l'opposition. Enfin, moi, j'étais pas là, mais j'étais là déjà. C'était le début. Au moment de l'examen du texte relatif à l'organisation de la médecine du travail. En effet, ce texte a permis pour certaines professions, les artistes, les techniciens intermittents du spectacle, les mannequins, les salariés du particulier, employeurs et les VRP, que des accords de branche puissent déroger au droit commun de la protection de la santé au travail des salariés, au motif contestable selon nous que l'activité professionnelle des salariés en question les écarte déjà de la médecine du travail. Ainsi, cette réforme prévoit que des médecins généralistes puissent accomplir des actes et des missions qui relèvent normalement des missions et compétences des médecins du travail. Or, il s'agit justement de salariés qui, de par leur activité professionnelle, peuvent se trouver isolés ou confrontés à des difficultés sanitaires certaines, en raison notamment du morcellement de leurs horaires. Dans le cas des mannequins, par exemple, notre collègue Jean-Pierre Godefroy avait développé le phénomène de l'anorexie. Si l'on prend le cas des VRP, ces salariés sont soumis à des contraintes importantes, culture de résultats, rémunération variable, autonomie non contrôlée, pression multiple des clients et des dirigeants, au point qu'ils figurent aujourd'hui parmi les premières victimes de ce qu'il est convenu d'appeler les troubles psychosociaux. Il en va de même pour les intermittents du spectacle qui comptent parmi les salariés les plus précaires, les privés de l'accès à la médecine du travail au motif que leur précarité rend difficile les rencontres régulières avec les équipes pluridisciplinaires n'est pas sérieux au regard des enjeux de santé publique. Ces salariés devraient pouvoir accéder, comme les autres, à la médecine du travail. Or, le dispositif qui a été adopté en 2011 prenait prétexte de ce que leur suivi médical est trop difficile ou trop espacé pour les en écarter. C'est pourquoi nous souhaitons, avec cet amendement, apporter des garanties suffisantes à la préservation de la santé de ces professionnels soumis à des conditions de travail particulières. Il est donc proposé que l'habilitation des médecins non spécialisés ne puisse résulter que d'une autorisation délivrée par une autorité administrative compétente en matière de santé publique et non d'un simple protocole de gré à gré entre un médecin non spécialisé et le service de santé au travail. Je vous remercie. Merci, Monsieur Le Squarnec. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mon cher collègue,
Même analyse de la commission, cet amendement n'est pas à sa place dans ce projet de loi, donc c'est un même avis qui est un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Oui, même avis, Madame la Présidente. Monsieur Desessard, si vous permettez, je vous dirais que vous avez une conception des cavaliers assez cavalière. Parce que, franchement, il ne suffit pas d'introduire dans un texte la référence à un autre texte et d'ensuite broder autour pour que ça suffise à établir un lien, disons, dans le cadre d'un projet de loi donné. Je me permets de vous rappeler qu'en 2010, le Conseil constitutionnel a annulé de très nombreux articles qui avaient été introduits et qui portaient sur la médecine du travail. Donc là, nous ne parlons pas de choses abstraites. C'est en 2010, dans le projet de loi de la précédente majorité, des dispositions avaient été introduites sur la médecine du travail qui ont été annulées. Merci, Madame. Merci, Madame la Ministre. Madame Génisson. Oui, merci Madame la Présidente. J'entends bien les arguments de Madame la rapporteure et de Madame la Ministre indiquant qu'un certain nombre des amendements concernant le sujet de l'organisation de la médecine du travail, ces amendements étaient des cavaliers. Mais je voudrais dire que par ailleurs, ces amendements étaient par ailleurs tout à fait intéressants et ils signent l'importance de revenir sur le sujet de l'organisation de la médecine du travail et d'une nouvelle réforme de la médecine du travail qui soit vraiment protectrice de la santé au travail. Je le dis à propos de cet amendement parce que nos collègues du groupe SRC évoquent la nécessité pour le médecin du travail de ne pas être en même temps le médecin de soins du salarié ou de l'employeur. C'est fondamental, c'est fondamental. Et ça avait d'ailleurs été inscrit dans la loi permettant la réforme de sécurité sociale en 2004, loi qui instaurait la mise en place du dossier médical personnalisé. Et il y avait deux circonstances dans lesquelles le dossier médical personnalisé ne pouvait être transmis à un autre médecin. C'était quand ce médecin était un médecin du travail ou quand ce médecin était un médecin d'assurance. Donc tout ça pour dire que bien évidemment j'entends les arguments qui indiquent que les différents amendements que nous examinons sont des cavaliers, mais vraiment l'urgence de la réforme de la médecine du travail doit être entendue. Merci Madame Génisson. Y a-t-il d'autres demandes de parole sur cet amendement? Je n'en vois pas. Je vais donc le mettre aux voix. C'est l'amendement présenté par Monsieur Le Squarnet qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour voter cet amendement? Merci. Qui est contre? Merci. Abstention. Il n'est pas adopté. L'amendement 165 est présenté par Madame Pasquet. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à renforcer les obligations en matière de santé au travail pour les entreprises. S'il existe des sanctions, des amendes pour les dirigeants d'entreprises ne respectant pas ces obligations, nous considérons qu'il est nécessaire de compléter cet arsenal de sanctions. C'est un fait, nombre d'entreprises ne respectent pas leurs obligations, qu'il s'agisse de visites médicales obligatoires au minimum tous les 2 ans ou d'un service de santé au travail. Dans de nombreux cas, les entreprises visées par les enquêtes des services de l'inspection du travail arguent de difficultés économiques, difficultés qui les empêcheraient de tenir leurs engagements en tant qu'employeurs. Pourtant, la question de la santé au travail, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, capitale. Il ne saurait, et la loi est d'ailleurs claire là-dessus, y avoir à discuter sur ces questions. Un salarié en bonne santé, c'est une entreprise en bonne santé. Certes, dans l'esprit général, ces dispositions concernent surtout les métiers considérés comme les plus exposés. Il est évident que le secteur industriel ne peut pas fonctionner sans des salariés en bonne santé. Mais cela est également vrai pour tous les secteurs en réalité. La prévalence grandissante des troubles musculo-squelettiques est bien une preuve de l'actualité de la médecine du travail dans tous les domaines d'activité. Ce sont aujourd'hui près de 40 000 personnes indemnisées par année pour sans doute encore plus de cas non déclarés.
Et ces troubles ont de vraies répercussions économiques, puisque ces indemnisations équivalent à plus de 800 millions d'euros, couvrant près de 8 millions d'heures de travail perdues. Une réalité grandissante qui doit donc nous inciter à renforcer la médecine du travail, qui permet précisément de repérer ces troubles, de les prévenir et ainsi d'assurer la pérennité de l'activité économique. Ce que nous proposons donc, encore une fois, c'est d'inscrire dans la loi l'obligation, sous peine d'une cotisation supplémentaire, du respect absolu des obligations de l'employeur en matière de santé au travail. Cette sanction est destinée à ne pas être perçue, évidemment, l'effet recherché étant dissuasif. Cette mesure permettrait ainsi de mettre les employeurs en face de leurs responsabilités, alors même que les contentieux le montrent, la loi a encore du mal à être respectée partout. Merci Madame Pasquet. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, ma chère collègue, cet amendement propose d'affranchir d'injonction préalable l'imposition à l'employeur par la CARSAT d'une cotisation supplémentaire s'il ne respecte pas ses obligations en matière d'organisation des services de santé au travail. Comme les 4 précédents amendements, cet amendement aurait sans doute toute sa place dans un texte réformant la médecine du travail. Il n'a pas sa place dans ce projet de loi. C'est donc un avis défavorable de la Commission. Merci Madame la rapporteure. Madame la Ministre. Oui, avis défavorable. Je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Catherine Génisson. Je crois que Madame la rapporteure l'a souligné elle-même de façon extrêmement claire. Il ne s'agit pas, en donnant un avis défavorable à ces amendements, de se prononcer de façon négative sur le rôle, la place de la médecine du travail. Et je crois qu'ici, nous partageons tous le sentiment que cette médecine du travail ne fonctionne pas aussi bien qu'elle devrait fonctionner, qu'elle pourrait fonctionner, qu'à évidence des améliorations doivent être apportées, qui portent aussi bien sur le fond des politiques de santé publique à mettre en avant que en termes d'organisation du service même de la médecine du travail. C'est ainsi que, pour ce qui est du fond des politiques publiques, j'ai, moi, en tant que ministre de la Santé, enfin en charge de la santé, annoncé que la stratégie nationale de santé devait permettre une meilleure coordination des actions de santé publique dans l'ensemble des domaines d'action publique, c'est-à-dire aussi bien pour ce qui relève directement du ministère en charge de la santé, que pour les enfants dans le cadre de l'éducation nationale, que pour les salariés dans le cadre de la médecine du travail, alors que, indépendamment du rattachement administratif qui est fait des services en question. Et puis sur le plan de l'organisation même de cette médecine du travail, je veux rappeler que le ministre chargé du Travail, Michel Sapin, a pris l'engagement devant le Conseil d'orientation sur les conditions de travail qu'il a présidé le 14 mai dernier, qu'il a pris l'engagement de présenter un bilan de la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail en associant le COCT pour identifier les points qui méritent d'être améliorés. Et d'ailleurs, dans le cadre de la grande conférence sociale des 20 et 21 juin dernier, des réflexions ont été d'ores et déjà engagées sur ce terrain-là. Donc la question de l'avenir de la médecine du travail, de sa réorganisation et d'un outillage de cette médecine du travail pour mieux prendre en compte les situations des salariés dans le monde du travail, ces questions-là, elles sont sur le devant de l'agenda ou dans l'agenda gouvernemental et elles sont tout à fait prioritaires pour nous, même si nous ne pouvons pas considérer que des mesures concernant la médecine du travail ont leur place dans ce texte. Merci Madame la Ministre pour ces précisions. Madame Pasquet. Oui, je crois qu'on a bien compris le problème que vous pouvez voir au travers des amendements que nous avons déposés, qui, pour vous, n'ont pas leur place dans ce texte. Si vous voulez, il nous semble que la médecine du travail, dans le cadre de la mise en œuvre de compte pénibilité, a un rôle important à jouer. Et nous semblait intéressant de pouvoir en débattre dans ce texte-là,
dans le cadre de la réforme des retraites, puisque c'est là que nous abordons la question du compte pénibilité et, ma foi, donner et montrer quel peut être le rôle de la médecine du travail. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé un certain nombre d'améliorations, mais ça n'enlève rien au débat, à mon avis, qu'on aura sur la réforme de la médecine du travail qui est prévue et engagée, y compris avec les partenaires sociaux. Donc c'est la raison pour laquelle je maintiens l'amendement qui, pour le groupe CRC, nous ne considérons pas que ce sont des cavaliers. Je le mets donc aux voix. Il a reçu... Ah, Monsieur Bas. Merci, Madame la Présidente. Je n'ai pas voulu abuser de la parole et donc je m'exprime sur l'ensemble des questions touchant à la médecine du travail à propos de cet amendement numéro 163, alors même que je n'ai pas pris la parole sur l'amendement numéro 165. Je voudrais remercier Madame la Ministre d'avoir souligné que dans le domaine de la médecine du travail, des évolutions sont nécessaires. Elles sont même, je crois, indispensables. Le motif de notre opposition à ces deux amendements n'est pas principalement le fait qu'il s'agisse de cavaliers, même si nous partageons la conviction qui a été énoncée par Madame le rapporteur et Madame la ministre sur le fait qu'effectivement ces amendements n'ont qu'un lien assez distendu avec ce qui est l'objet principal de ce texte portant diverses dispositions relatives aux retraites. Voilà. C'est le fond qui prime, évidemment. Mais de ce point de vue, Madame la Ministre, j'ai une petite déception en ce qui concerne le contenu de votre réponse, parce qu'elle n'éclaire guère notre Assemblée sur les intentions du gouvernement en ce qui concerne les réformes éventuelles à venir en matière de médecine de travail. Je crois qu'il eût été appréciable pour l'information du Sénat que vous nous en disiez un peu plus long. Je précise mon attente. Je trouve pour ma part qu'aucun de ces deux amendements ne va dans la bonne direction. Tout d'abord parce qu'il me semble que vouloir ériger des barrières supplémentaires au recours par défaut à des médecins généralistes quand il n'y a pas de médecin du travail comporte un risque grave, celui tout simplement de baisser la garde et qu'il n'y ait plus de médecins du tout assumant cette fonction de médecin du travail dans un certain nombre d'entreprises. Et par conséquent, nous sommes devant un dilemme qu'il est très difficile de trancher. Bien sûr, sur tous nos bancs, nous reconnaissons la nécessité d'une formation et d'une habilitation spécifique pour les médecins du travail, mais pour autant, quand la réalité constatée nous montre que nous n'avons pas suffisamment de médecins du travail, il ne suffit pas de poser de nouvelles règles en disant pas de dérogation, il faut absolument une habilitation pour que ça règle le problème démographique de la médecine du travail. Et puis, il y a le second point, cet amendement dont nous débattons. Alors là, je dois dire que je ne suis pas du tout surpris par la méthode utilisée par les membres du groupe communiste républicain et citoyen pour tenter de régler le problème. C'est la méthode unique. Le prélèvement supplémentaire, la pénalité, et de préférence le prélèvement et la pénalité pesant sur les entreprises. Et donc, c'est la politique du tout fiscal. Alors moi, je vous dis tout simplement que cette réponse n'est pas pertinente. Elle ne peut en rien régler les problèmes et c'est la raison pour laquelle nous nous opposons à cet amendement. Merci, Monsieur Bas. Madame Génisson. Et puis, il y a un problème. Merci, Madame la Présidente. Non,
une réaction très rapide à la suite des propos de notre collègue Monsieur Bas. Il n'est pas question de dire, d'abord de mettre en cause ni les médecins du travail, ni les médecins généralistes. Et il n'est pas question non plus de dire qu'un médecin généraliste ne pourrait pas, sous certaines conditions de validation de connaissances qu'il pourrait acquérir en matière de médecine du travail, qu'il ne puisse exercer cette compétence. Ce qui est important, c'est que le médecin traitant du salarié ou de l'employeur n'ait aucun lien avec le médecin du travail de ce même salarié ou de ce même travailleur. Oui, non, mais c'est très important que de le dire. Merci, Madame Génisson. Bien, y a-t-il d'autres demandes de parole sur cet amendement? Madame de Roche. Oui, merci Madame la Présidente. Simplement pour rebondir un peu aussi ce qui a été dit sur cette médecine du travail, il est vrai qu'il faut une réforme de médecine du travail et peut-être compléter celle qui a pu être faite auparavant. Mais ça a été dit par Philippe Bas, les gros problèmes sont des problèmes de démographie médicale. Ils existent déjà en matière de médecine générale, ils sont encore plus prégnants en matière de médecine du travail. Et même si on élargit à du pluridisciplinaire, on rencontre toujours les mêmes difficultés. Alors l'amendement du groupe CRC vise en effet à pointer les failles qui peuvent exister dans certaines entreprises. Mais les failles, elles n'existent pas que dans les entreprises privées. Lorsque nous, collectivités locales, on est face à des besoins de contrôle des employés communaux. Avec un exemple très simple, celui des ASEM, par exemple, en école maternelle. Elles sont soumises à des visites tous les 2 ans, que beaucoup de collectivités n'arrivent pas à remplir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de médecins du travail et qu'il n'y a plus de médecins dans les centres de gestion. Mais que fait l'État face à cela? L'État, lui, donne des délais beaucoup plus longs pour le personnel enseignant, et on connaît tous des enseignants, des instituteurs qui ne voient jamais de médecins du travail, qui ne sont jamais contrôlés, alors qu'on exige 2 ans pour nos propres personnels. Merci Madame de Roche. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 165 présenté par notre collègue Pasquet, qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour le voter? Merci. Qui est contre? Merci mes chers collègues. Abstention, il n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'article 10. Je mets aux voix l'article 10. Ah, Monsieur Longuet. Oui. Et oui, mais cet article 10 est quand même absolument passionnant parce qu'enfin une rupture. Mon collègue Philippe Bas vous a interrogé, Madame le Ministre, sur les ruptures. Qu'avez-vous décidé de supprimer de ces constructions scélérates qui, depuis 1993, brisent toute espérance en matière de retraite? Nous attendions une réponse. Nous avons un premier élément et nous tenons à le signaler. L'article 10 met fin à 2 initiatives importantes que la loi de 2010 avait instituées. La première initiative importante, c'est d'avoir un conseil scientifique en matière d'études sur la pénibilité. Création d'un comité scientifique qui devait avoir lieu qui devait se réunir, j'imagine, avant le 31 mars 2011 et dont la mission devait être d'évaluer les conséquences de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. C'est un sujet passionnant. Je dois reconnaître que nous aurions dû, et les ministres du Travail successifs sont en effet responsables de ne pas avoir institué ce comité scientifique, de ne pas l'avoir réuni. Et ce comité scientifique, s'il avait été institué, s'il s'était réuni, s'il avait produit, aurait pu éclairer une partie du débat qui nous mobilise depuis ce matin, à savoir la frontière entre pénibilité et santé, la frontière entre code du travail et code de la sécurité sociale, la frontière entre l'organisation du travail avec un regard de la médecine du travail, mais sous l'autorité du chef d'entreprise et en liaison avec les représentants du personnel, d'une part, et puis la médecine du travail qui, elle, s'attaque à la santé et sa dégradation ou son altération, pour reprendre les mots. Nous n'avons pas eu le comité
Et donc, nous ne savons pas exactement où est la frontière, où est la borne, et sans doute d'ailleurs, n'y a-t-il pas de bornage précis. Ce serait d'ailleurs bien le seul domaine où des limites, nous n'aurions pas la logique des ensembles flous. Et l'article 10, courageusement, démolit, détruit, abat une ambition et une prétention de la majorité précédente en matière de retraite. Enfin, vous marquez une rupture, puisque vous constatez que la possibilité pour les branches de mettre en place par accord un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge du travail des salariés occupés à des travaux pénibles n'a pas été mis en place. Il s'agissait de l'article 86. Cette expérimentation n'a pas abouti. Elle devait prendre fin au 31 décembre 2013. Je pourrais vous dire encore une petite minute. Nous quittons l'hémicycle du Sénat, mais nous allons bien entendu revenir plus largement dans notre édition de 19h sur la réforme des retraites. À tout de suite.